L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Et nous accueillons Warren. Warren, comment vas-tu? Bonsoir. Merci pour l'invitation. J'ai régalé. Rien, c'est la moindre des choses. D'ailleurs, j'en profite, je te fais un peu de pub. Si vous aimez la philo, vous creusez les neurones, vous éclatez les méninges, abonnez-vous à Warren. Il fait des lives très péchus sur des sujets pointus. Donc, faites-vous plaisir, abonnez-vous à lui. Super live. Voilà. J'espère que j'ai bien résumé un peu tes lives. Et juste... Attends, pardon. Vas-y, Warren. Non, tu as tout dit. Voilà. Et Russell, Oui, quand c'est il moi. a dit merci pour l'invitation, hein, parce que tu lui envoyais pas l'invitation, on en a discuté, t'as dû bon avoir tes oreilles qui sifflaient avant-hier. Ah ouais, non, si tu veux, il y a tout qui siffle aujourd'hui. J'ai l'impression d'être le petit train dans la montagne. Mais c'est compliqué. Je suis navré. Oui, non, mais oui, je sais pas. Mais pourtant, en fait, tu sais, quand je partage à tous ceux qui sont en première ligne. Et après, le live démarre. Et le temps que je retrouve les gens, j'arrive pas toujours à partager à tout le monde. Je suis désolé, Warren. Et en plus, j'ai pas fait d'annonce. On a démarré en retard. C'est un peu compliqué aujourd'hui. Alors, j'espère que je vais être à la hauteur de cet entretien. Je vais faire tout mon possible pour qu'on puisse cheminer ensemble dans ce que tu penses sur cette question. Est-ce que le militantisme rend con? Du coup, si tu es d'accord, je veux bien écouter ce que tu penses et comment tu penses ce que tu penses sur ce sujet. Ouais, merci. Je vais essayer d'être court pour laisser le temps de répondre aux questions. En fait, pour moi, le militantisme, vraiment, je vais avoir une approche plutôt épistémologique, hein, parce que les questions politiques, par exemple, sont trop axées sur ce qu'on appelle en philo la dicée, c'est-à-dire la justice, qui est plutôt une sorte de consensus qui est centré sur les valeurs. Et on voit que les valeurs changent, etc. Donc, il n'y a pas vraiment un rapport avec la vérité. Mais moi, par contre, je travaille beaucoup avec la question de l'épistémologie, c'est-à-dire que le rapport avec la vérité. Et donc, je vais accentuer ma réflexion sur ce cas-là. Et moi, je dis, par exemple, que le militantisme, en fait, c'est celui qui, on va dire, le militantisme, c'est celui qui, parfois, par exemple, fait obstruction à sa propre lucidité lorsqu'il est en rapport avec la vérité. Et donc, là, oui, pour répondre à la question, déjà, il peut paraître con. Et là, je vais attendre vos questions. Alors, je vais essayer de reformuler parce que ce que j'adore chez toi, c'est que c'est clair, net et précis, mais c'est dense. Et moi, je suis pas un très bon danseur. Excusez-moi pour la blague. Donc, je vais peut-être revenir sur la fin de ce que tu m'as dit. Si j'ai bien compris, pour toi, tu ne souhaites pas aborder la notion du militantisme par le prisme de la politique, parce que la politique s'appuie sur des valeurs, les valeurs changent, et donc tout ce qui change ne peut pas être forcément lié à la vérité. Tu serais plutôt basé sur une approche épistémologique qui tente à se rapprocher au plus près de la vérité. Et c'est là où j'ai pas eu la fin. Tu me parlais d'obstruction. Déjà, est-ce que j'ai bien résumé le début? Mais peut-être me redire cette notion d'obstruction. Obstruction à sa propre lucidité. C'est-à-dire que, par exemple, lorsqu'on veut comprendre quelque chose, on est dans une tension entre le sujet connaissant, c'est-à-dire nous, et l'objet à connaître. Et donc, le plus souvent, lorsqu'on est militant, on va orienter, en fait, l'information, bien, sur cette tension-là, vers déjà les séductions, on va dire les convictions séduisantes qui sont un peu comme des pulsions, et on va orienter cette connaissance-là vers cela. Et donc, ça va biaiser cette lucidité de comprendre les choses plus clairement, en fait. Ouais, si je comprends bien, c'est-à-dire que à partir du moment où on rentre dans une forme de militantisme, on mettrait de côté une certaine forme de notre raison pour adhérer à l'orientation du groupe militant, et ça nous ferait perdre la lucidité. C'est ça, si je résume d'une façon un peu plus simple. Exactement. Elle peut être plus claire, c'est-à-dire pour
Je vais prendre, pour ceux qui connaissent par exemple Étienne Klein, je pense qu'il est très beau livre, il en parle, c'est même en une journée, vous pouvez lire ça, c'est 64 pages, moi je l'ai terminé en près de 2 heures de temps. En fait, Mhm. Le goût du vrai, c'est un très beau livre. En fait, ça résume un peu la problématique. C'est-à-dire que dedans dans le livre, il essaie d'expliquer qu'aujourd'hui, on est quand même dans une sorte de peuple souverain. Ce peuple Mhm. souverain qui recherche la vérité par soi et qui va, par exemple, aller dans des groupes militantistes parce qu'ils vont défendre certains idéaux. Mais en fait, cette souveraineté du peuple libre se heurte on va dire, à une chose fondamentale, c'est la question de la vérité. C'est-à-dire, est-ce que, Mhm. par exemple, quand je partage ces idéaux-là avec un groupe de personnes, par exemple, parce on est quand même convaincu qu'on a raison, et cette Mhm. obsession, cette fascination pour ce qu'on a, est-ce que ça ne peut pas justement porter une atteinte même à notre objectivité dans ce sens-là? Et donc, à Mhm. partir de là, il y a une très belle phrase qu'il prend de Nietzsche, où il dit dans Humain trop humain, où il dit que le goût du vrai disparaîtra à mesure que la découverte de la vérité procurait moins de plaisir. Et on est vraiment Mhm. dans cet élan-là. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde aujourd'hui, le goût du vrai n'intéresse plus le militantisme, par exemple. Vous allez voir que lorsque vous êtes en train de débattre avec un militant, en fait, Mhm. c'est-à-dire que même s'il reconnaît que vos arguments sont quand même très puissants, très voilà, mais qu'est-ce qu'il va faire? C'est-à-dire que il va s'estimer dédouané de l'obligation d'apprendre à propos de ce pourquoi il a un avis tranché, par exemple. Donc, c'est-à-dire qu'il a Mhm. déjà un avis assez tranché, il a déjà une position, et même quand il reconnaît que il tombe dans ce on appelle généralement un PLS, mais ça va faire en sorte que, comme l'obsession de vouloir avoir raison est farouche, ça va mettre en Mhm. avant des biais cognitifs, en fait, qui Mhm. orientent, en fait, sa recherche, en fait. Mhm. C'est Je sais pas intéressant si parce je que suis tu bien. fais, tu mets en avant le livre qu'a fait Étienne Klein et pour essayer de résumer très rapidement, et si je me trompe, hein, t'hésites surtout pas soit à compléter, soit à me reprendre, ce que lui met en avant et auquel tu adhères, c'est qu'à partir du moment où on devient militant, on est forcément convaincu d'avoir raison. Est-ce que, est-ce que ça, sur une échelle de 0 à 100, tu confirmerais les travaux d'Étienne Klein et ta pensée en disant que 0, non, les militants ne sont absolument pas convaincus d'avoir raison, 60%, oui, quand même un peu, mais je suis pas très sûr, et 100%, c'est que je suis absolument convaincu que dès qu'on devient militant, on est convaincu d'avoir raison. Oui, mais il y a ce que j'appelle, après ça, c'est mon analyse, il y a ce que j'appelle le militantisme qui est positif. C'est-à-dire que c'est un militantisme, par exemple, qui va accepter de remettre en cause, par exemple, ses fondements. Vous voyez? Ah. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, on peut avoir, toi et moi, une discussion, et sur un débat quelconque, j'ai une position, tu as une position. Mais Mhm. lorsqu'on a des échanges, c'est-à-dire que quand je vois la pertinence de tes argumentations et je vois la limite des miennes, qu'est-ce que je vais faire? Mhm. C'est-à-dire que je vais prendre la pertinence, je vais ajouter à ce que je pensais en avant. Et ça va faire en sorte que la prochaine fois qu'on aurait une discussion, je vais simplement ajouter, compléter mon information et retirer le nuisible, ce qui gênait justement sur ma Mhm. position. Et là, j'appelle ça justement le militantisme positif, parce qu'il essaie de retrancher ce qui est nuisible, en fait, dans la Mhm. compréhension globale. D'accord. Mais est-ce que je dois comprendre à travers ce que tu viens de dire que pour toi, le, le militant est forcément, le militantisme et le militant traduit son action forcément par des débats et des échanges d'idées? Oui, le militantisme, en fait, c'est celui qui a vraiment le militantisme négatif. Hein. Négatif, c'est ça, vraiment celui qui est farouchement attaché à ses idées. Et on le Mhm. voit, je pense que vous connaissez tous, de qui on parle, ça peut être même un politicien, etc. C'est celui, en fait, qui n'accepte pas, je vais dire ça comme ça, de contradiction. Et je pense que Mhm. celui qui était vraiment l'a très bien décrit, c'est-à-dire que il y a quelque chose qu'il faut partager en commun. Il y a une sorte, il y a une forme de uniformité de la pensée qu'il faut garder. C'est ce qu'il faut Mhm. garder. C'est ce qu'il faut conserver, en fait. Et donc, les Mhm. personnes, par exemple, qui vont essayer d'avoir un esprit critique sur le milieu,
seront un peu expulsés parce qu'ils ne vont pas partir, ils ne vont pas faire partie de cette conservation, de cet idéal commune là en fait. Et c'est ça, moi, qui est un peu dangereux. Et ça fait en sorte que des fois, ça biaise le débat, ça biaise la discussion, parce que le débat aussi, lorsqu'on débat ensemble, c'est pour voir jusqu'à où, par exemple, moi, mes arguments sont pertinents et voir jusqu'à où il y a des limites dans ce que je dis. Voilà. Ok. Et donc ça, Alors, c'est à peu près ça. J'aurais vraiment besoin que tu m'aides à comprendre quelle est ta vision ou ta définition, ou en tout cas, qu'est-ce que tu entends par le mot militantisme? Ah, ok. Pour moi, un militantiste, c'est-à-dire, c'est celui qui cherche, je vais dire ça comme ça, qui milite justement pour un idéal. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a, on va dire, des convictions qu'il pense qu'il doit garder, qu'il doit conserver. Je prends par exemple le cas de ce qu'on voit souvent sur la toile entre les platistes et les globistes, tu vois. Les platistes sont militants parce qu'ils ont un idéal à conserver et les globistes aussi sont militants parce qu'ils ont un idéal à conserver. Et donc, c'est ça le militant, le militant. Mais maintenant, il y a ce que j'appelle un militantisme positif. Par exemple, le militantisme positif, c'est celui qui va reconnaître dans sa structure, je vais dire ça comme ça, informationnelle, les erreurs qui empêchent en fait d'atteindre à la vérité. Parce qu'en fait, moi, le vrai rapport, c'est le rapport au vrai. Parce que par exemple, comme si je défends une idée, et toi tu défends une idée, je dois reconnaître que par exemple, que si je pars des prémices qui sont fausses, et que toi tu me donnes des prémices justes, je dois retrancher ces prémices fausses-là. Parce que en fait, pour moi, bien que je défends un idéal, le plus important, c'est le rapport à la vérité, en fait. Ouais, Voilà, je sens vraiment, ouais, je sens vraiment pour toi, et tu me dis si je me trompe, hein, que pour toi la notion de militantisme, elle est vraiment rattachée à défendre une idée, que soit dans le cadre d'un militantisme, alors tu n'as pas employé le terme, mais je vais exagérer exprès, qui serait négatif, qui essaye d'éloigner, à force de convictions erronées, d'éloigner le militant de la vérité. Le militantisme positif serait quelque chose qui tenterait de construire, ou en tout cas d'échanger pour essayer d'apporter des convictions qui se rapprochent le plus proche de la vérité. Mais est-ce qu'il existerait pour toi des formes de militantisme qui ne passent pas forcément par l'échange de convictions? Bon, ce que je sache, je dirais c'est possible, hein, possible. Mais bon, pour moi, ceux qui ne passent pas par l'échange aussi, c'est problématique quand même, parce que de nos jours, lorsque vous ne voulez pas passer par cet échange, sur quoi vous fondez, par exemple, la solidité de vos argumentations et la structure de vos connaissances. Voilà, en fait. Eh ben, tu vois, justement, c'est intéressant que tu me dises ça, parce que moi j'ai un bon ami qui milite énormément pour améliorer la prise en charge des personnes en situation précaire. Et il en discute très peu, mais vraiment très peu. Par contre, il passe sa vie à aller faire du bénévolat au restaurant du cœur, au resto du cœur. Est-ce que du coup, on pourrait considérer qu'il n'est pas militant? Ah, je pense qu'il est militant, mais c'est juste qu'il est renfermé sur lui. Je pense qu'il est militant, hein. En fait, déjà, je pense pas qu'on ne peut pas ne pas être militant. Ça aussi, c'est intéressant de le dire, hein. Je pense pas, je pense qu'on ne peut pas ne pas être militant. Qu'on est quand même militant quelque part, parce que même quand tu fais le live épistémique, que tu défends quelque chose, il y a une valeur que tu défends. Tu vois? Ouais. Et donc, en fait, on est toujours militant. Mais après, il y a, comme je disais, le rapport, chacun a un rapport avec, par exemple, moi j'ai un autre rapport avec mon militantisme que par exemple l'autre ne peut pas avoir parce qu'il ne trouve pas nécessaire, par exemple, d'avoir ce rapport-là. Ouais. Ouais. Ok. On arrive un peu à la fin, je suis désolé, parce que alors là, j'aurais bien poursuivi, tu vois, sur la notion de mon copain qui est très seul dans son militantisme, parce que lui, au contraire, j'ai l'impression, en tout cas, il me donne l'impression que il est
beaucoup plus tourné vers les autres dans son action que lorsque j'essaye de débattre avec lui. Et si moi, en tant que militant pour l'entretien épistémique, j'annonçais devant tout le monde que honnêtement l'entretien épistémique ça vaut pas grand-chose, voire même c'est un peu merdique. C'est une méthode comme une autre, il y en a sûrement des meilleures. Est-ce que je sors du militantisme? Non, tu quittes d'un militantisme pour un autre militantisme, en fait. Ah, donc chaque conviction, si je comprends bien, pour toi chaque conviction, chaque affirmation est un acte militant? Oui, si tu as les moyens de défendre cela. Parce que quand tu vas dire c'est de la merde, c'est parce que, je pense, en amont, tu justifies pourquoi c'est de la merde. Parce que, en fait, tu vas justifier pourquoi il faut quitter le live épistémique pour autre chose de mieux, en fait. Donc, tu rentres dans une autre cage où tu vas chercher à défendre. Alors là, j'ai déjà une réponse toute faite. Je dirais bien aux gens de quitter la live épistémique pour ne surtout pas aller voir une vidéo sur YouTube. Mais ça, c'est hors sujet. Je ne le ferai pas. Si on arrive bientôt à la fin, j'ai vraiment le sentiment que pour toi, hein, la notion de militantisme est fortement corrélée à la notion de conviction, mais de conviction appuyée par la raison et qui se vérifie à travers un échange avec l'autre et qui permettrait soit, si on accepte de modifier sa conviction, d'être dans une forme de militantisme positif, si on refuse, parce que soit par manque de conviction de son adversaire ou de la personne en face de soi, ou par manque de capacité à raisonner sur soi, on refuse de changer sa conviction si pourtant elle apparaît comme vraie, alors on serait dans une forme de militantisme négatif. Est-ce que j'ai à peu près résumé très C'est exactement ça. Mais c'est exactement ça. Très, 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 très Ouais. juste, en fait. D'accord. Je sais pas comment formuler la dernière question. Est-ce que toute forme de conviction qui peut bouger et ne pas bouger est fortement et obligatoirement une action militante? Une action qui peut bouger, ne pas bouger. En fait, si j'essaie de comprendre ce que tu veux dire, tu peux parler de mouvement, c'est-à-dire un mouvement, je sais pas, c'est-à-dire on est au sein d'une organisation qui promeut un mouvement. Bien sûr, je comprends bien. C'est-à-dire voilà une idée, un idéal, etc. Oui, pour moi c'est ça, parce que en fait il peut pas avoir de militantisme sans l'assemblée, je vais dire ça, des militants, parce que je pense qu'il y a une organisation qui partage un idéal qu'on préserve en fait. Donc ça passe par là. On peut être militant. Ben, je sais pas si on peut être militant seul, je ne sais pas. Quelqu'un aussi, on peut penser, on a peut-être traversé par 700, je vais dire 70 000 pensées par jour. Donc aujourd'hui, je peux me lever, je dis j'ai ça, non. Mais c'est pas ça être un militant. Je pense qu'un militant, c'est quelqu'un, par exemple, qui a une idée et qui cherche, par exemple, cette reconnaissance avec d'autres personnes qui partagent, en fait, cette conviction. C'est à partir de là qu'on peut parler de militantisme, voilà. Ouais, bah t'as devancé un peu ma question parce que je vais te poser et je vais la faire en doublon. Du coup, à travers tout ce que tu viens de nous dire, est-ce que tu estimes être dans une forme de militance, bien que tu sois seul pour l'instant à discuter avec moi, et est-ce que Étienne Klein, par le super livre qu'on peut lire en 2 heures, fait du militantisme? Oui, très clairement. Et je suis dans le militantisme parce que moi, ce que je préserve, c'est la vérité. C'est-à-dire le rapport que l'homme doit avoir avec la vérité. Et plutôt que de rester dans des idées qui peuvent justement, le briser, c'est-à-dire qui peuvent empêcher de voir réellement le monde tel qu'il est. Et Étienne Klein est vraiment dans cette discussion. Parce que Étienne Klein va présenter, par exemple, des biais qu'on voit aussi, qui sont des petits canaux, on va dire quoi, des biais cognitifs qu'on voit, que le chercheur, par exemple, a aujourd'hui. C'est-à-dire, bon, je vais citer juste ça, voilà, juste ça, rapidement.
il parle le plus de l'ultra-crépidarianisme, par exemple. Vous voyez, aujourd'hui, beaucoup de personnes se mettent à parler, par exemple, de science avec une assurance qui est proportionnelle à leur incompétence. Et donc, ça biaise l'opinion parce que il va se mettre à parler des choses et dans le like, c'est-à-dire que dans l'algorithme, par exemple, il y aura plus de vues, ce serait plus liké. Et qu'est-ce que ça va causer? Ça va causer une tension entre le fait que la chose soit plusieurs fois diffusée et la chose qui dit le contenu qui dit la vérité. Et donc, il y a une tension entre le fait que la chose soit diffusée et en fait, la vérité, c'est-à-dire le concept même du vrai. Donc, une information banale peut être diffusée et elle va s'ériger en norme, en vérité. Or, c'est n'importe quoi, en fait. Donc, on est dans le somme de militantisme. Je suis super frustré et c'est souvent quelque chose qu'on aborde sur la live épistémique parce qu'on aimerait des fois poursuivre sur un vrai entretien et j'aimerais tellement poursuivre sur cette notion de militantisme et de la vérité, voire même y a-t-il un biais de la vérité, mais il nous faudrait encore une bonne heure et demie, je pense, et malheureusement je vais être obligé de passer la parole aux collègues, savoir s'ils ont une question à emporter, et je te reprends tout de suite après pour les une ou deux questions que j'aurais à te poser avant de passer à la personne suivante. Ouais, mais est-ce que j'ai quand même fait court? J'ai quand même fait court parce que d'habitude c'est très long. Ah oui, je sais, et je te connais, mais j'ai essayé de te cadrer aussi, j'ai essayé de te cadrer. Bon, mais merci beaucoup d'avoir joué le jeu parce que je sais que t'as énormément de choses à dire. Je vais prendre dans l'ordre Clairette, Galactique, ProGeeks et Mélanie si vous avez une question à emporter, et ensuite je reprends la parole. Moi, j'ai pas de questions. Merci beaucoup. C'était super intéressant. Ouais. Warren, tu m'arrêtes. Et si, en plus, c'était assez vers la fin, là, tu disais, en fait, que, si j'ai bien compris ce que tu me disais, c'est, tu peux avoir des personnes qui vont parler d'un sujet, on devait parler de la science, par exemple, mais, qui en parlaient avec assurance, mais que finalement, c'est plutôt faux. Et que tu parlais de tension avec d'autres sujets qui en parleraient certainement de façon plus juste. Est-ce que j'ai bien compris là-dessus, déjà? Exactement, c'est exactement ça. Et en fait, oui. En fait, la question qui me vient, c'est est-ce qu'il y aurait des mécanismes possibles ou qu'est-ce que tu verrais comme mécanisme en fait pour essayer de mitiger ça et de permettre de mettre plus en avant un contenu qui paraît juste, et ça, il y a une question corollaire aussi. Comment fait-on pour déterminer qu'un contenu est plus juste? Ben, c'est simple. C'est le fait de pousser les gens à aller vérifier les sources. Parce que, en fait, comme je disais, les gens ont déjà une forme de liberté. C'est-à-dire qu'il y a tellement de liberté que les gens, le plus souvent, orientent leur plaisir du vrai vers, en fait, qu'une prétention vers le faux. Pourquoi? Parce que comme on aime par exemple écouter, je vais taquiner un peu Clemzy, comme on aime écouter Clemzy, il explique bien, etc., on est directement submergé par le discours de Clemzy, sans réellement aller chercher ce que Clemzy dit réellement dans les sources qu'il donne. Parce que, en fait, c'est que notre cerveau n'aime pas réfléchir. Ça, on le voit, le cerveau n'aime pas faire des efforts. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait? On veut, en fait, léguer cette difficulté à l'autre. Et qu'est-ce que ça fait? Ça a des impacts sur nous-mêmes, sur la capacité à notre esprit critique. Parce qu'à ce moment précis, tout ce que Clemzy va dire sur la science est vrai. Et peut-être là, ça peut être justement une tension entre le discours de Clemzy, qui est un discours qui est le plus écouté, et le discours de quelqu'un qui est aussi un peu très rigide à l'explication, etc., qui a peut-être deux lacs, mais lui qui dit la vérité. Oui, et donc il y a cette tension. Warren, les questions emportées, elle n'apporte pas de réponse tout de suite. Mais merci pour ton nom sur place. Et moi, je suis d'accord. Clemzy, moi, je l'écoute. Je fais comme si ça m'intéressait, mais en fait, je me suis bouché les oreilles, ça repassait de l'autre côté, j'ai rien compris. Arrêtez votre militantisme pro-Clemzy. Arrêtez. Ah non, moi, c'était anti-Clemzy. Ok. Est-ce que ProGeeks et Mel ont une question à emporter? Qui n'apporte pas de réponse tout de suite, Warren. J'en ai même deux. Tu as dit à un moment donné que une phrase, je ne sais plus laquelle, c'est peu importe. Tu as dit, est-ce que cela ne peut pas atteindre notre objectivité? Et ma question, c'est là-dessus que j'aimerais rebondir, c'est est-ce qu'on peut atteindre une objectivité ou de l'objectivité tout seul?
Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, le rapport à la vérité est important pour toi de ce que j'ai compris dans cet entretien. Et du coup, ma question est la suivante, c'est: est-on condamné à choisir entre avoir raison / faire semblant d'avoir raison et s'approcher de la vérité? Bon, je vais d'abord répondre à la première question. Est-ce qu'on peut atteindre l'objectivité tout seul? Non, c'est impossible. Parce que déjà, pour l'objectivité, c'est le contraire de la subjectivité. La subjectivité, c'est ce qui part du sujet, donc nos expériences personnelles, etc. Et l'objectivité, c'est ce qui part de l'objet. Et donc, Warren, excuse-moi. C'est des questions emportées parce qu'il y en a encore d'autres. Elles s'adressent à toi, mais aussi au public. C'est pour ça il faut les garder pour soi. À la limite, tu peux contacter ProGeeks pour lui répondre en privé. Il y a pas de souci. Il y aura pas de souci. Bon, et il y en a peut-être encore une ou deux de mails, et après je te poserai justement deux petites questions et je passerai la parole à la personne suivante. Vas-y, mec. Ouais, c'est vrai parce que voilà. Ouais. Et puis voilà. Donc je peux directement. Je sais pas si j'ai répondu. Bien, je continue de répondre. Bien, ça va. Non. Là, il va y avoir une autre question. Il faut que tu les gardes pour toi. Ok, d'accord, pas de souci. Mel, est-ce que tu as encore une question? Mélanie? Tu es mute? Tu peux te démute, Mélanie? Bon, c'est peut-être qu'elle n'a pas de question. Alors, Warren, moi, je vais te... Ok. Warren, je vais te poser deux dernières questions. La première, qui est la plus importante pour nous ici: comment tu t'es senti pendant cet entretien? Et la deuxième, je te la mets dans la foulée, qu'est-ce que tu retiendrais de cette discussion? Non, premièrement, c'est la première fois que je monte sur sur le live, sur le panel. Et déjà, je me sens très bien parce que la plupart des panels, je monte pas parce que déjà, ce que je dis le plus souvent, on comprend pas grand-chose parce que j'avoue quand même que je suis un peu très technique. C'est dû à ma formation. Mais bon, sur ce live, quand même, on m'a donné la possibilité de pouvoir m'exprimer clairement. Et donc, déjà, je me sens très bien parce que ça permet aussi de me libérer, parce qu'il y a souvent, quand je suis sur des lives, il y a beaucoup de frustration parce que les gens disent beaucoup de merde et que tu ne peux pas monter pour essayer de contredire parce que c'est pas le format adéquat. Bon, là, merci, je me sens très bien parce que je sens qu'il y a ce rapport à la vérité dans ce live pour cette question-là. Merci. Et la deuxième question, si tu devais retenir une chose de cette discussion, ça serait laquelle? Que la prochaine fois, je vais m'entraîner à être plus précis. Voilà. Ouais, c'est quand même une première pour moi d'être bref. Je suis pas habitué à être bref parce que moi, je fais toujours, j'analyse tout, parce qu'il y a beaucoup de concepts, donc j'essaie de aller un peu plus loin, etc. Et ça crée de longueur aussi. Donc, je vais essayer d'être aussi concis et clair. Voilà. Donc, je vais m'entraîner pour ce genre de live que je trouve d'ailleurs très pertinent. Merci beaucoup. Et je rappelle, si vous voulez justement rentrer beaucoup plus dans l'épistémologie et aller vraiment creuser les pourquoi les choses sont faites comme ça et comment on peut l'aborder d'une façon philosophique très péchue, abonnez-vous à Warren. Il fait des lives régulièrement. Par contre, je vous le dis, reposez-vous bien avant. Prenez une petite tisane, un petit plaid et écoutez, c'est du régal. Voilà. Je te remercie beaucoup, Warren. Je te souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end. Est-ce que je te fais descendre ou est-ce que tu descends tout seul? Non, ça va, je vais descendre tout seul. Et merci beaucoup de ton passage. C'était intéressant. Bonne soirée à toi.